On écoute. La réponse des gardiens de la Révolution, elle est très claire, Pierre. C'est de dire, il peut raconter ce qu'il veut. Donald Trump, Emmanuel Macron peut amener ses frégates dans le détroit d'Ormuz. Nous ne laisserons pas passer un baril. Oui, c'est la volonté et la méthode expliquée depuis le début de cette guerre, en fait, par les gardiens de la Révolution qui, immédiatement après le déclenchement des frappes américaines, avaient expliqué que le détroit d'Ormuz était fermé, qu'ils le contrôlaient totalement et que n'importe quel bateau qui tenterait de le franchir, eh bien, serait immédiatement mis à feu. D'ailleurs, il n'y a aucun bateau qui prend ce risque. Il n'y a que quelques bateaux qui le franchissent, mais ce sont souvent, bien évidemment, des bateaux iraniens. Sinon, eh bien, on voit des milliers de navires bloqués de chaque côté du détroit d'Ormuz, car il est donc infranchissable. Pour l'instant, personne n'ose prendre ce risque. Personne ne va forcer le passage dans le détroit d'Ormuz. Ici, ce ne sont pas de gros navires de guerre iraniens ou des avions de chasse qui imposent la fermeture du détroit. Ce sont des menaces invisibles. L'Iran dispose d'un arsenal asymétrique très moderne. Il possède des drones sous-marins, des drones de surface, des drones aériens, des missiles anti-navires et vedettes rapides armés de missiles. Certains drones alimentés au lithium peuvent patrouiller pendant des heures et frapper un pétrolier jusqu'à 600 km de distance. Dans ces conditions, les États-Unis ne peuvent pas simplement bombarder l'Iran pour ouvrir de force le détroit. Ce n'est pas possible. Les États-Unis et Israël se retrouvent face à une sorte de flotte fantôme difficile à détecter et à neutraliser. C'est aussi pour cela que les compagnies d'assurance considèrent désormais la zone comme extrêmement risquée, mettant de facto plusieurs pays du Golfe sur liste noire. Le refus des assurances d'indemniser constitue un second problème. Sans couverture, les armateurs refusent tout simplement de faire transiter leurs navires, point. L'Iran privilégie les attaques indirectes pour imposer des coûts sans confrontation totale, et ça paye. Certains navires ont déjà tenté de traverser et ont été sévèrement touchés par des missiles iraniens. Je dirais que les chances de succès d'une action militaire des États-Unis et de l'entité pour ouvrir de force le détroit d'Ormuz sont très faibles, mais vraiment très faibles. On écoute. La révolution islamique d'Iran. Dorénavant, toute navigation dans le détroit d'Ormuz est interdite. Aucun navire, quel que soit son type, n'est autorisé à passer par le détroit d'Ormuz jusqu'à nouvel ordre. En fait, c'est par l'économie que Donald Trump risque d'être vaincu. Non seulement l'économie mondiale, les tensions sur le cours du pétrole, mais aussi l'économie des pays du Golfe directement. L'ensemble aussi du système de protection par l'armée américaine de ces pays-là, tout ça va se payer. Les pays du Golfe sont ceux qui financent largement les États-Unis. Et là, ils voient que cette protection, en fait, n'existe pas et que celui qui paye des milliards pour venir les protéger a déclenché l'apocalypse autour d'eux. Ça va se payer très cher. Les divisions. Bateaux qui viennent dans ce détroit, les navires sans pilote également sont des bateaux robots qui eux naviguent tout seuls, et les fameux submersibles comme l'Asdar, c'est un drone sous-marin, évidemment invisible au radar aérien, évidemment il va à environ 46 km/h et il peut parcourir jusqu'à 600 km et rester en patrouille jusqu'à 4 jours sans être ravitaillé. Alors conséquence, ce que voulait Téhéran, une zone de destruction qualifiée d'ailleurs de vallée de la mort par les spécialistes à l'heure qu'il est, même si évidemment les États-Unis coulent ou détruisent tous les bateaux de surface iraniens, ça suffira évidemment pas pour ouvrir ce détroit. Si l'Iran a réellement posé des mines, alors là la situation est extrêmement grave. Cela signifierait de facto que cette guerre est partie pour durer des mois. Si l'Iran n'avait pas encore commencé à miner le détroit, c'était probablement à cause des navires chinois qui continuaient d'y venir charger du pétrole. Peut-être que certains continuent d'arriver en coupant leur transpondeur et obtiennent un passage négocié avec les Iraniens. Ça c'est plausible, ce sont des partenaires. Mais au fond, qu'est-ce qui empêcherait l'Iran de miner le détroit aujourd'hui? Le pays était agressé injustement. L'Iran n'exporte plus par voie maritime. Ses navires sont ciblés. Dans ces conditions, miner le passage devient une riposte logique et une contre-mesure à tout débarquement américain. Et si c'est le cas, cela veut dire que le détroit pourrait rester fermé pendant longtemps. Peut-être que l'Iran aurait même déployé des mines sous-marines intelligentes, capables de s'activer au passage d'un navire. Autrement dit, chaque traversée deviendrait une loterie mortelle. Donald Trump menace encore de bombardements inédits. Mais qu'est-ce qu'il peut faire de plus qu'il n'a déjà fait? Depuis le 28 février, on nous annonce la frappe la plus massive et aujourd'hui encore, la même phrase. Finalement, c'est quoi exactement cette frappe la plus massive qui permet toujours à l'Iran de riposter massivement sur l'entité? L'Afrique, l'Iran se bat aujourd'hui. Demain, ce sera peut-être le Niger pour son uranium. L'Iran est l'un des plus armés et le plus structuré du camp de la résistance. S'ils arrivent à le briser, parce que c'est le but, la liste suivante est courte.
J'utilise sans cesse leurs méthodes, leur fonctionnement, leur psychologie et la manière dont ils mènent leur guerre. Et je vous le dis clairement, sans ambiguïté, le mode opératoire testé en Libye, en RDC, au Soudan, au Sahel, en Russie, au Venezuela, en Iran et demain peut-être en Corée du Nord ou en Chine sera recyclé partout en Afrique. Le terreau chez nous, c'est pour eux un outil bon marché. Ils sèment le chaos, puis transforment la guerre contre le terreau en business, vente d'armes, bases militaires, contrats de sécurité. L'Afrique saigne parce que c'est rentable. Ils raflent des ressources quasi gratuites tout en trouvant une excuse parfaite pour s'implanter durablement. Malheureusement, sur le continent, très peu de pays fabriquent réellement leurs armes de manière autonome. La plupart se contentent d'assembler, de copier ou d'importer des kits de l'étranger. Seuls quelques États possèdent une industrie de défense relativement développée, mais dans l'ensemble, la production locale reste limitée. La majorité des pays africains importent quasiment 90 à 100% de leur équipement militaire de l'étranger. L'Afrique représente une très faible part du marché mondial des armes, avec une forte dépendance à l'égard de fournisseurs externes. Dans ce contexte, nous n'avons quasiment pas de missiles balistiques, pas de capacité nucléaire et pas d'avions de chasse indigènes au-delà de quelques composantes. Beaucoup achètent, très peu vendent. Et si une guerre généralisée éclate dans cette configuration, comment ça se passerait-il pour nous? Qui y pense réellement? Beaucoup se disent que c'est trop complexe ou trop lointain pour y réfléchir. Mais c'est précisément ce déni qui nous met en danger. Toute la planète s'arme, même le Brésil l'a compris récemment. Se protéger devient une nécessité parce que l'avenir s'annonce sombre. Dans le monde actuel, tout continent ou pays dépourvu d'une capacité militaire dissuasive sérieuse reste une proie facile. L'Afrique est déjà dans le viseur, à la fois pour ses ressources énergétiques et sa position stratégique. Et je vous le dis, l'histoire ne pardonne pas au peuple qui regarde ailleurs pendant que le voisin se fait massacrer. Et c'est ce qui nous saigne en Afrique depuis des décennies.